On se trouve au niveau du sol. Le coffrage pour les premières pierres cardinales est en place. Disposés en file indienne, je veux dire en file africaine, les ouvriers se passent les paniers les uns après les autres, depuis le bassin de mélange jusqu'au coffrage. Ils versent le béton blanc et environ 30 minutes plus tard, le coffrage est rempli. Avant tout, il faut repérer le lieu de la construction. Ils examinent le plateau de Gizeh, puis ils mesurent la quantité du calcaire argileux. En fonction du volume du calcaire, ils vont décider de la taille de la pyramide. Ici, à Gizeh, il y a du calcaire argileux blanc et foncé. Le projet est de faire une pyramide avec du calcaire foncé pour le remplissage de l'intérieur et avec du calcaire blanc pour l'extérieur. Au-dessus de la colline actuelle, il y avait du calcaire argileux tendre d'une épaisseur d'environ 11 mètres. Ce qui faisait à l'époque une colline haute de 30 mètres. Voici à quelle hauteur le calcaire tendre arrivait à l'époque. 11 mètres de calcaire argileux représentent environ 7 à 8 millions de mètres cubes. Ce qui est largement suffisant pour construire 3 pyramides avec des mastabas tout autour. Le volume de la grande pyramide ne fait que 2,6 millions de mètres cubes. Voilà ce que cela représentait vu de côté. Il est quasiment imperceptible vu de loin. À l'emplacement des tunnels et de la chambre souterraine, il y avait une cavité d'environ 30 mètres. Le lieu est choisi, ce sera le plateau de Gizeh. Voici le plan tel qu'il était dessiné à l'époque. La grande cavité sera aménagée avec du béton de calcaire pour en faire la chambre souterraine. Depuis le sol au niveau 0 jusqu'à la chambre souterraine, la hauteur sera de 56 coudées. Du sol jusqu'à la chambre médiane, la hauteur sera de 56 coudées aussi. Ensuite, chaque espace sera découpé en moitié et en quarts. L'angle des couloirs descendant et ascendant sera la diagonale des deux carrés. Depuis la chambre souterraine jusqu'à l'intersection, il y aura 161 coudées. De l'intersection jusqu'au couloir ascendant, réalisé avec le même coffrage, il y aura 161 coudées également. L'architecte a aussi prévu dans le plan les 3 bouchons qui fermeront l'entrée et un puits de service secret pour sortir. La chambre médiane sera au milieu et revêtue de calcaire blanc. La chambre du roi sera en granit rouge d'Assouan et sur 5 niveaux. Les 4 tunnels, précis au centimètre, viseront les étoiles sacrées. La position du soleil Ré à midi le 14 juillet, jour du lever de Sirius, déterminera l'emplacement de la chambre du roi. Le Ré et le roi seront réunis dans la chambre. Les Égyptiens vont découper la pyramide comme des parcelles de champs. Et selon leurs principes, ils vont intégrer les chiffres sacrés dans leurs monuments. De la construction de la chambre souterraine jusqu'à la fin du chantier, les Égyptiens vont relever précisément et méticuleusement la mesure de la hauteur. Ces relevés de hauteur précises, assise par assise, au centimètre près, leur serviront tout au long de la construction. Une fois le plan terminé et les dimensions arrêtées, ils calculèrent les volumes. Il fallait déterminer s'il y avait assez de calcaire sur place pour terminer la grande pyramide et les monuments autour. Les Égyptiens savaient qu'une telle pyramide nécessitait 2,6 millions de mètres cubes de calcaire. Avant de démarrer un tel monument, il fallait qu'ils s'assurent qu'il y avait assez de matériaux pour le terminer, au risque de se retrouver avec une pyramide tronquée. Les crues du Nil arrivaient à l'époque au pied de la colline. L'eau était indispensable pour le mélange et devait être apportée de main. C'est pour cette raison que toutes les pyramides ont été construites au bord du fleuve. Faire du béton et effriter le calcaire nécessitait énormément d'eau, environ 20% du volume total. Voici ce que cela représente par rapport à la pyramide. 500 000 mètres cubes. Comment remonter toute cette eau? Les Égyptiens ont inventé la vis sans fin, ou dite vis d'Archimède. Elle était connue des milliers d'années avant par les Égyptiens. Les Égyptiens ont creusé 3 passages, des passages de 10 mètres environ, faciles à creuser dans le calcaire tendre. Afin d'acheminer l'eau et la conduire de l'autre côté, ils ont aussi installé des viaducs en bois dans ces passages. La cavité a été ensuite remplie avec du béton calcaire.
Le soleil se lèvera dans quelques minutes à l'est précisément. Une équipe est en place avec des bâtons et des cordes pour pouvoir s'aligner avec le soleil. Ils attendent ses premiers rayons. Le soleil se lève. 3 ou 4 Égyptiens disposent rapidement les bâtons et les cordes. 5 minutes plus tard, le soleil bouge, mais les 4 premiers bâtons sont alignés à l'est. Cette configuration de 90 à 180 degrés est projetée au fond de la cavité. Les bords de la cavité sont transformés en bassins peu profonds, où va être mélangé le calcaire argileux, le natron et la chaux. Une fois le mélange obtenu, ils vont ouvrir les vannes et laisser couler le béton au fond de la cavité. En effet, ils remplissaient ces cuvettes naturelles pour faire ensuite les tunnels souterrains. Le béton calcaire, une fois séché, prend une apparence de roche naturelle. C'est pour cela que les géologues ne l'ont pas remarqué. Aucune trace de feu n'a été trouvée dans la chambre souterraine, ce qui explique que le béton a été fabriqué en plein air. Les Égyptiens ont ramené du sel de natron, le carbonate de sodium, depuis Al-Natroum ou depuis les alentours pour fabriquer la soude caustique. La chaux était produite sur place en calcinant du calcaire à 100 mètres du chantier. Tout est prêt. Les Égyptiens attendent les crues du Nil pour commencer. Le chantier est réparti en 4 équipes. Une centaine d'ouvriers attendent près des vis pour faire remonter l'eau. Les autres équipes attendent au bord des bassins pour mélanger les matériaux et autant d'autres sont au fond de la cavité. Sirius se lève, quelques heures plus tard le Nil déborde et parvient au pied de la colline. Les ouvriers commencent à tourner les vis, l'eau monte et s'achemine de l'autre côté. Ils mélangent le calcaire marron foncé avec le natron et la chaux. Quelques instants plus tard, ils ouvrent les vannes et le béton se déverse depuis le bord de la cuvette. Les ouvriers ont déjà mesuré et mis en place le coffrage au fond de la cuvette, qui réalisera le tunnel souterrain sud. Il suffit que le béton coule autour. Ils vont utiliser le même principe pour la chambre souterraine. Le coffrage a été mis en place et le béton a été versé autour et par-dessus. Les ouvriers ont mis moins de soin pour les murs de la chambre souterraine que pour le haut de la pyramide. Ce béton contient beaucoup moins d'eau que celui de la partie supérieure de la pyramide. Quand le coffrage est enlevé rapidement et qu'il n'a pas eu le temps de sécher, ça donne cet aspect de grignotage. Les Égyptiens n'ont jamais creusé des puits souterrains en dessous des pyramides puisque c'est impossible. Ils l'ont tout simplement rempli. Que l'archéologue Mark Lehner se rassure, les ouvriers n'ont pas souffert. Ils ont travaillé en plein air et dans de bonnes conditions, comme pour la pyramide inachevée de Djedefre. La cavité a été ensuite remplie avec du béton calcaire. Ceci explique la haute précision du tunnel sud souterrain, du tunnel de service, mais aussi la netteté des bords du tunnel sur cette photo d'Edgar Wise en 1910. Pour valider cette théorie, il suffit de faire un prélèvement des murs de la chambre souterraine et d'en faire une analyse chimique. Les Égyptiens utiliseront la même méthode pour construire le tunnel descendant et le puits de service. Ils établiront une structure de coffrage comme celle-ci, la diagonale de 2 carrés qui donne un angle de 26,57 degrés qui sera aussi utilisé pour le tunnel.
Ce même coffrage sera utilisé 3-4 ans plus tard pour faire le couloir ascendant et pour la grande galerie. Ils ont continué le coffrage et la construction du puits de service parallèlement. Les parois du puits de service porteront des encoches d'appui pour les pieds des travailleurs afin qu'ils puissent descendre et sortir de la pyramide quand elle sera terminée 13 ans plus tard. Ils arrivent ainsi au niveau de la grotte dit le grotto. À ce niveau-là, ils ont laissé une cavité et un bloc de granit pour boucher le puits de service derrière eux. Les ouvriers coulent les premiers blocs de la pyramide. Le volume de la cavité est estimé à environ 450 000 mètres cubes, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport aux 2,6 millions de mètres cubes restants. Les ouvriers approchent maintenant de la surface. Un 4e passage sera ouvert pour accélérer les travaux. Le travail va être réparti en 2 chantiers. Les uns mélangent et les autres remplissent. Afin de libérer l'espace de la pyramide, le calcaire effrité sera transformé en béton et versé au centre. La plateforme de la pyramide est entièrement dégagée. On estime selon les calculs que le remplissage de la cavité a pris environ 3 ans. Cette technique d'agencement des cavités naturelles est utilisée pour toutes les pyramides. Elle est particulièrement évidente dans la pyramide de Meidum. Suivez les lignes. La cavité a été aménagée avec des coffrages et du béton calcaire. Les murs, le sol et la chaussée ont été réalisés en coulant du béton. Il est plus facile de remplir que de creuser et d'encaver. Au début, ils vont former une dizaine de files africaines. Une équipe creuse le calcaire tendre et une équipe fait le mélange. Les autres ouvriers s'alignent en file africaine pour transporter les paniers de main en main. Une fois les paniers vidés, ils les renvoient de la même manière. Il faut 260 hommes pour chaque file, un vrai tapis roulant. L'organisation est précise et méticuleuse. Ils vont couler la dalle de la pyramide d'une coudée et avec des enfoncements pour poser les pierres cardinales. Le sol est fait avec du calcaire et beaucoup d'eau. Le rajout d'eau permet au sol de s'auto-niveler parfaitement. C'est ce qui explique la précision horizontale du sol à 21 mm près. Pas besoin de technologie extraterrestre. À partir du tunnel, ils vont retracer le périmètre de la pyramide avec des cordes et des bâtons. À 220 coudées, c'est-à-dire au milieu de la future face sud de la pyramide, ils ont posé un piquetage de 4 coudées vers l'intérieur. Les ouvriers se réalignent par rapport au nouveau point au centre. Le premier segment du périmètre apotème est fait. Puis ils s'alignent à 90 degrés avec un cadre en bois et font la même chose de l'autre côté. Idem pour les 2 autres faces. Le périmètre de la future pyramide est alors tracé, précis au millimètre, en apotème. C'est un périmètre de 8 faces qui est dessiné au sol avec des cordes. Ce sera la future forme de la pyramide. Une fois la pyramide terminée, on verra à chaque équinoxe les faces coupées en 2 par l'ombre. Les équinoxes seront visibles à l'œil nu à des dizaines de kilomètres. C'est à ce stade que l'architecte Emyounou décide d'arrêter le remplissage du centre et de poursuivre avec des pierres moulées. À partir de maintenant, la construction va se faire avec des pierres coulées dans le coffrage. Le coffrage des pierres cardinales est gradué avec la pente de 51,50 degrés. Le travail le plus pénible, c'est l'effritement du calcaire et le mélange pour en faire du béton. Les premiers coffrages sont en place. Environ 1200 ouvriers mélangent le calcaire avec le natron et la chaux dans les bassins. Ils se mettent ensuite en file pour transporter les paniers de main en main. Les 4 pierres cardinales du parement extérieur vont être coulées.
les blocs de la première assise auront une hauteur de 3 coudées. Puis ils continuent vers le centre en suivant méticuleusement les cordes et le piquetage. La première rangée de pierres est coulée. Ils laissent l'assise ouverte à différents endroits. Ce sont des ouvertures pour laisser passer les fils des transporteurs. On estime que 40 fils d'ouvriers étaient nécessaires pour transporter les paniers un par un ainsi que tout le matériel. En travaillant 3 mois par an, 8 heures par jour et avec des paniers de 15 kilos, la pyramide était terminée entre 10 et 13 ans, dans l'humour, la joie et le plaisir. Une fois que la première rangée de l'assise a été réalisée, les ouvriers continuent à remplir l'intérieur avec du calcaire marron, moins joli que celui de l'extérieur. À l'intérieur, dans un premier temps, un bloc sur 2 est fait avec des coffrages. Le lendemain, ils remplissent les intervalles. Ensuite, ils coulent la deuxième rangée, puis ils remplissent l'intérieur sans trop de soin. C'est ainsi qu'ils vont dresser la pyramide jusqu'en haut. Encore une preuve de taille que la pyramide est faite en béton géopolymère. Il est vrai que Jean-Pierre Adam dit qu'aucune pierre n'est semblable à l'autre. Davidovits qui raconte que les pyramides sont construites en pierre artificielle moulée. Oui. Le bon sens de mon charcutier, très brave homme, auvergnat, c'est de dire, mais si on moule des matériaux comme les briques, ils auront tous la même forme. Il y aura un seul moule pour toutes les pierres. Bah oui, ça paraît logique pour le coup. C'est du bon sens. Merci. Je vous l'accorde. Si, merci quand même. Or, il n'y a pas 2 pierres sur les millions de pierres de la Grande Pyramide qui aient même dimension. Elles sont toutes singulières. Il y a des hauteurs d'assises respectées dans le parement et aux approches du parement, mais pour le reste, non. Elles sont toutes différentes. Alors pourquoi ce serait donnerait-on le mal de faire des millions de moules pour faire des millions de pierres, alors qu'il était si simple eux-mêmes fabriquer des briques crues et ils normalisaient la construction des briques crues. Pour faire croire que c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Donc ça permet de dire cette affirmation, c'est du charlatanisme. Voilà. C'est une évidence de bon sens. On n'a pas besoin d'être égyptologue. Vous avez donné des arguments pour dire que le mot charlatan était justifié. Vos réponses vous appartiennent. Je trouve que c'est convaincant. Mais il ne dit pas que toutes les pierres ont une hauteur identique à chaque assise. Il est inimaginable que des centaines de milliers de pierres, de l'assise numéro 2 par exemple, soient taillées toutes à la même hauteur, au centimètre près. Il n'y a jamais eu de pierre blanche venant de Toura. Le calcaire blanc du revêtement extérieur était extrait dans les alentours. Les analyses de Davidovits montrent que la composition des pierres de Khéops ne contient pas de calcaire de Toura. Nous avons comparé les compositions d'échantillons de calcaire naturel provenant des carrières de Toura et de Mahadi avec des pierres de la pyramide de Khéops et nous avons découvert un certain nombre d'anomalies. Première constatation,
la composition des pierres des pyramides est beaucoup plus complexe que celle des pierres des carrières officielles. Certains microconstituants de ces pierres présentent les traces d'une réaction chimique rapide ne leur ayant pas permis une cristallisation naturelle. Une réaction inexplicable si les pierres ont été taillées, mais parfaitement compréhensible si l'on admet qu'elles ont été fabriquées comme du béton. Voilà qui vient donc confirmer la thèse défendue depuis une trentaine d'années par l'inventeur des géopolymères, le chimiste français, également égyptologue, Joseph Davidovits. Il continue maintenant à remplir l'intérieur ainsi qu'en parallèle le couloir descendant et le boyau de service. C'est la raison pour laquelle on remarque dans le tunnel souterrain une partie qui est faite en pierre maçonnée et une partie du tunnel faite en calcaire naturel d'une continuité parfaite. Il commence le couloir ascendant. À ce stade, 600 000 mètres cubes de béton calcaire ont été déplacés. La théorie classique veut que 3 bouchons de granit étaient stockés dans la grande galerie pour être relâchés ensuite et boucher l'entrée. La grande galerie est très étroite. Si les 3 bouchons de granit avaient été stockés quelque part, cela aurait été un gros problème pour sa construction. Il n'y a aucune trace de frottement ou de rayures sur les parois. De plus, les parois ne sont pas lisses, ce qui ne facilite pas le glissement. Par contre, on a retrouvé des traces de frottement dans la grande galerie à cause du chariot. Les blocs qui descendent, tels qu'on les voit dans les animations, ne peuvent pas glisser dans la réalité. Une photo prise dans les années 50-60 contredit totalement le fait que les 3 bouchons de granit aient été relâchés depuis la grande galerie. Les 3 bouchons de granit ont été coulés puis stockés là, à côté de l'entrée. Oui, vous avez bien entendu. Coulé. Du granit coulé. La théorie officielle dit que l'obélisque a été taillé dans le massif avec des boules de dolérite, mais que, suite à un défaut dans la roche, il a été abandonné. J'aurais bien voulu garder secret le mystère du granit, mais ce serait un clou pour les ufologues et atlantologues sur lequel accrocher leur veste. Pour comprendre le granit, il faut le toucher. Il faut essayer de l'attaquer pour sentir immédiatement sa puissance. On ressent les profondeurs ardentes de la Terre, le magma. Le natron mélangé avec de la chaux donne de la soude caustique. La soude caustique mélangée avec de l'eau et du sable blanc chauffé à 1000 degrés produit du silicate de sodium, dit liquide de verre. Il le mélange avec du silicate de potassium obtenu par le même procédé. Il verse le liquide dans un moule en forme de lentille. 2-3 jours plus tard, il démoule la lentille transparente. Une lentille qui concentre la lumière en un point. Plus la lentille est grande, plus la température est élevée. Chacun peut fabriquer sa propre lentille solaire avec la recette. Amusez-vous. Avec une lentille de 5 mètres de diamètre, la température atteint 1800-2000 degrés. Les Égyptiens viennent de découvrir l'énergie solaire. Tout est fondu, rien ne résiste. Le granit fond littéralement comme de la lave immédiatement. Les Égyptiens vont couler cette lave dans des moules en argile, et voici la fameuse statue de la 3e dynastie Ouni, le grand-père de Khéops en granit d'Assouan. Des vases plus durs que l'acier, comme ceux-ci en trachy andésite datant de moins 3500 avant Jésus-Christ. Voici comment a été extrait le granit et ce qui s'est passé avec l'obélisque inachevé d'Assouan. Les ouvriers dans la carrière d'Assouan étaient chargés d'extraire le granit sous forme de pavés. Ce sont des petits morceaux de 30 à 40 cm qui ont été extraits du granit fondu avec des pelles en pierre. Une fois refroidis, ces morceaux ont été transportés par bateau à Gizeh à plus de 900 km. Parvenus à Gizeh, ils ont été à nouveau fondus puis coulés dans des coffrages en argile. Pour estimer le volume de granit à emporter, les ouvriers découpent cette partie de la carrière en forme d'obélisque qui sera totalement fondue une semaine plus tard et transportée en pavé. D'ailleurs, une boule de dolérite est tombée dans le granit en lave et elle est restée coincée là pour des millénaires. La nature ne fait pas ça.
La fonte du granit se faisait de mai à août. La trace des extractions du granit est inclinée. Cela correspond à la meilleure trajectoire du Soleil. Pendant ces mois-ci, son intensité est la plus forte. La géologue d'un groupe de touristes fut surprise par l'absence de diaclase, fracture naturelle du granit. Là c'est naturel et comme si là ça avait été modifié. Ça c'est naturel et c'est normal. Et là, ça, c'est modifié, il n'y a c'est pas- rien, il n'y a pas de diaclase. Comment c'est possible? Mais pourtant il y a bien les traces noires de ce brique. C'est normal, car le granit fondu, une fois refroidi, est comme neuf, sorti de la terre. Les ouvriers fondent le granit grâce à la lentille. Ils commencent alors à découper des entailles et des trous dans le granit en jouant avec le rayon solaire de la lentille. Subitement, le chantier est abandonné. C'est ainsi que les Égyptiens ont fondu toutes sortes de pierres, du quartz, du granit, du schiste, du basalte, de la diorite, du gneiss, du gros waké. Pas de bol, ils ne sont pas tombés sur des terres ferreuses, sinon ils auraient découvert l'acier. L'énergie solaire était déployée au maximum. La reine Hatshepsut, à Karnak, écrit que son obélisque a été réalisé en 7 mois. C'est tout à fait envisageable avec la lentille. Les colosses de même nom, pesant 1800 tonnes chacun, ont été fabriqués avec un mélange de quartz et de granit fondu. Les Égyptiens vont exploiter le cuivre pendant des milliers d'années dans les mines du Sinaï. Le cuivre est un matériau très mou, utilisé pour faire des casseroles qui seront utilisées pour faire le mélange de fabrication du silicate. Pourquoi n'y a-t-il aucune preuve? Pendant toute son histoire, l'humanité a fait des guerres pour l'énergie. Une forêt, un champ, une côte, un lac, c'est de la nourriture potentielle, c'est de l'énergie. Tout au long de son existence, l'humanité a fait des guerres pour l'énergie. Alors il faut imaginer qu'une telle découverte devait rester secrète. Elle était transmise discrètement de génération en génération. Aujourd'hui, le solaire est l'énergie la plus accessible et la moins chère. Elle est gratuite. Les preuves que le granit a été coulé avec des lentilles solaires se trouvent dans les coffres du Vatican, de Paris, Londres et Le Caire.